qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui à nos travaux, et je vais essayer tant bien que mal de le remplacer. Donc, le cahier des charges, c'est de répondre à la question: quelles influences l'agriculture biologique a-t-elle sur l'évolution des pratiques agricoles? Alors, moi je vais commencer évidemment par des choses un peu plus techniques, et puis on finirait peut-être sur une note un petit peu plus politique. D'abord, la base de ce que peut nous enseigner l'agriculture biologique pour faire évaluer nos pratiques agricoles en conventionnel, c'est évidemment le retour à l'agronomie, ça a été évoqué ce matin. Ça ne veut pas dire que les conventionnels ne font pas d'agronomie, mais on l'a un petit peu oublié parce qu'on a eu des méthodes qui nous ont permis et des moyens de simplifier à l'extrême nos pratiques, en particulier avec l'usage intensif du pétrole par toutes les déclinaisons possibles. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a zappé certaines choses évidentes. À commencer par les rotations. Ou alors c'est vrai qu'en ce moment on s'aperçoit du retour quand même des rotations dans l'agriculture, et ça va souvent maintenant avec une utilisation optimum de la fumure organique. Je prendrai deux exemples. Un, dans un département d'Isère où depuis 15 ans on avait mis en place une CUMA qui s'appelle Isère Compost, où au départ il y avait un retourneur d'andins qui tournait. Maintenant je crois qu'on en a 4. Ça veut dire qu'une fois que les agriculteurs, surtout les éleveurs, ont goûté au compost, en principe ils ne reviennent pas en arrière. Donc ça c'est une chose. Et puis sur mon territoire, on a mis en place un système de co-compostage grâce au Conseil général de l'Isère aussi, et du SICTOM local. On recycle donc tout ce qui est tonte et élagage, qui donc arrive à la déchetterie, sont broyés et sont remis sur les exploitations agricoles avec du mélange fumier et compostés sur place. Et puis sur mon exploitation, ça fait deux ans maintenant, on essaye de développer le système, ça a été évoqué aussi ce matin, l'échange paille-fumier, avec des éleveurs, surtout en période de pénurie de paille, et on échange 1 kg de paille contre 2 kg de fumier et tout le monde est content. Surtout quand le prix de la paille est haut. Et puis le prix de l'engrais aussi d'ailleurs. Évidemment toute la technique des faux semis qui aussi tend à revenir à la mode, si on peut dire. Alors évidemment après il y a le problème labour non labour, ça c'est encore, on ne peut pas rentrer dans ce débat, mais c'est sûr que faire du faux semis sans labour, ça je ne sais pas trop faire. Mais voilà, on sent que maintenant, on se rend bien compte que même en conventionnel, quand on ne veut pas trop s'embêter à faire des désherbages chimiques après, c'est sûr que si on a bien réussi son faux semis, eh ben c'est aussi bien pour la suite. Alors évidemment, ce qui vient aussi tout de suite derrière, c'est le désherbage mécanique avec la montée en puissance de la technologie à ce niveau-là. Nous, on a essayé on a fait une expérience, enfin, on a fait des journées portes ouvertes de divulgation de désherbage mécanique en Isère, en se calant sur le programme Ecophyto. On a fait ça au mois de mai, c'est vrai qu'on a eu pratiquement 160 personnes, évidemment la plupart des conventionnels, qui viennent voir un petit peu comment ça marche quand on peut désherber mécaniquement. Manque de peau ce jour-là, il faisait un temps de cochon, il pleuvait, donc ils n'ont pas pu voir fonctionner. On a refait l'opération une semaine après, et on avait encore une quarantaine ou 60 personnes qui sont venues voir fonctionner. Donc ça démontre l'intérêt pour ce type de méthode. Ça a été dit aussi ce matin, mais je le redis parce que je crois que c'est un événement important, surtout dans ce département, c'est le salon Tech & Bio. Moi j'avoue que j'ai été bluffé par ce salon, du niveau de professionnalisme de ce salon. Le fait que maintenant il est devenu international et que ça devient une référence très importante, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs, y compris d'ailleurs jusqu'à un atelier de traction animale, ce qui montre aussi l'ouverture qu'il peut y avoir dans un salon comme ça. Donc je vous encourage, j'en profite pour faire un peu de pub, même si ce n'est pas dans mon département, le 18 et 19 septembre 2013, rendez-vous Tech & Bio, je crois que c'est au Valentin, il me semble. Après, sur la lutte biologique, c'est pareil, c'est des méthodes qui se développent. Toutes ces méthodes-là, évidemment, ont été importées peu au prou de l'agriculture biologique, je le rappelle. La lutte biologique, personnellement, moi je la pratique sur mon exploitation. Bon, je ne suis peut-être pas présenté sur le plan exploitation, j'ai une exploitation de 130 hectares, on est 3 dessus, et on fait de la céréale et on fait de la production de semences. Et donc du maïs. Et donc, pour ce qui est de la lutte biologique, ça fait pratiquement une trentaine d'années. C'est les premiers à utiliser le trichogramme pour lutter contre la pyrale, et ça fonctionne toujours très bien. Et d'ailleurs, ça s'est beaucoup développé depuis, d'ailleurs. Et on est en train aussi de faire des essais de lutte contre le sclérotinien sur le tournesol avec un autre champignon. Donc tout ça démontre tout ce qu'on peut tirer de méthodes qui sont absolument impératives en agriculture biologique et qu'on peut adapter dans l'agriculture conventionnelle en essayant de monter en puissance. Mais je crois que ça,
Ça rejoint aussi la préoccupation que notre société a de plus en plus par rapport à la biodiversité. Et nous, en agriculture, il y a une biodiversité qui nous est chère, c'est la biodiversité dite ordinaire ou biodiversité fonctionnelle. Alors je crois que là aussi, il y a tout un pan de notre métier qu'il va falloir adapter à cela, et ça passe d'abord par la connaissance de cette biodiversité. Alors je vais simplement évoquer ce qui se fait au niveau national, puisque j'ai des responsabilités aussi au niveau national, avec l'Observatoire agricole de la biodiversité, où en fait, avec le ministère de l'Agriculture, le Muséum d'Histoire naturelle et la PCA, il y a donc un réseau d'à peu près 300 agriculteurs, dont je fais partie, où on a 4 taxons à pouvoir observer sur l'exploitation, c'est-à-dire des nichoirs pour abeilles ou pollinisateurs abeilles solitaires et pollinisateurs, un taxon sur les carabes et limaces, un autre sur le transecte des papillons, enfin transecte, observation des papillons, et puis le dernier sur les vers de terre. Alors ça paraît comme ça, oui, bon, c'est bien gentil de faire ça, seulement on se rend compte que si on fait ça et qu'on pousse assez loin cette façon d'observer, on a toutes les chances, et moi je vois l'effet que ça a fait sur moi, quand j'ai appris que finalement les carabes me bouffaient des limaces, je me suis dit que finalement les carabes, ils étaient certainement très intéressants, et que derrière on se pose la question de savoir comment je pourrais faire dans mes pratiques pour favoriser le fait que les carabes soient de plus en plus nombreux dans ma parcelle. Évidemment, ça passe par des bandes enherbées, par des haies qui sont maintenues ou replantées, et voire même des méthodes de travail qui les préservent. Donc voilà, c'est pour enclencher des dynamiques qui me paraissent importantes aussi pour la suite. Il y a aussi tout un pan qui est compris dans la biodiversité et qui me paraît assez fondamental, et qui pour l'instant n'est pas encore assez évoqué, c'est tout ce qui a rapport à la microbiologie des sols. Là, il y a un potentiel absolument extraordinaire. D'ailleurs, le rapport du GIS-Sol le mentionne dans sa conclusion en disant que le potentiel d'évolution grâce à la microbiologie est absolument considérable. Il faut savoir qu'il y a déjà des travaux de l'INRA qui ont débuté là-dessus. On a un certain monsieur Claude à la Bouvette qui avait commencé, mais lui, il est à la retraite. Mais derrière, je crois qu'il y a d'autres personnes qui travaillent dessus, y compris Alizara, je crois, où on s'aperçoit que dans ce domaine-là, il y a vraiment un potentiel, et d'ailleurs qui servirait aussi bien à l'agriculture conventionnelle qu'à l'agriculture biologique, avec aussi tout ce qui est le travail qui tourne autour des éliciteurs, c'est-à-dire ces méthodes de lutte qui permettent de redonner des défenses immunitaires aux plantes. Voilà, tous ces éléments-là sont des pistes dont certaines sont plus que des pistes, puisque pour les éliciteurs, il y a déjà des applications dans la vigne qui sont utilisées par des agriculteurs conventionnels d'ailleurs. Donc on voit bien le sens que tout cela peut prendre. Aussi, pour pouvoir dire que, par rapport à ce qu'a dit mon prédécesseur, donc, sur le lien entre l'agriculture bio et la préservation de l'environnement sur les problèmes d'eau, on va dire qu'on est aussi parti dans l'opération bio-EO en Isère en ce qui concerne le captage et la rivière de la Bourbe. Il y en a 3 autres, il y en a une dans l'Ain, une dans le Rhône et puis une 4e. Dans la Drôme, j'ai oublié la Drôme. Non, dans la Drôme aussi, bien entendu. Donc c'est pour dire aussi que l'objectif étant évidemment de faire d'abord une étude, une enquête sur ces endroits de captage, voire chez les agriculteurs conventionnels, faire un petit peu un diagnostic de leur exploitation pour voir si effectivement, que veut dire pour eux le passage à la bio, si c'est possible, si c'est pas possible, dans quelle mesure tout ça peut s'étudier. Je dirais en conclusion, l'intérêt de la bio par rapport à ces méthodes et ces évolutions de pratiques agricoles, déjà, ça redonne un sens que, je pense, l'agriculture conventionnelle a un petit peu oublié, qui est donc effectivement la base de l'agronomie, c'est qu'il faut bien considérer le sol comme un milieu vivant. Il faut modifier donc le comportement qui consiste à ne soigner que la plante ou l'animal sans se préoccuper de ce qui se passe dessous. Donc ça, c'est une évolution qui est profonde et qui évidemment, ça a été aussi évoqué un peu, je crois, par la sociologue ce matin, mais je vais plus loin dans ce domaine. Je crois que ce qui bloque un peu l'évolution du conventionnel de l'agriculture biologique, c'est l'aversion au risque. C'est-à-dire que quand on est dans un système qui fonctionne encore, et en particulier en céréales en ce moment, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, ça ne durera peut-être pas, mais pour l'instant c'est comme ça, c'est vrai qu'on a du mal à lâcher quelque chose qui marche pour aller vers quelque chose qui, évidemment, dans certains... pour ceux qui le pratiquent et qui sont déjà dans le système depuis longtemps du bio, prouvent que ça marche, mais voilà, c'est vraiment une autre démarche. Et je crois que ça, il faut avoir vraiment conscience de cette aversion au risque, qui est en fait une posture psychologique, dont il faut tenir compte si on veut que les choses évoluent.
Et puis au risque de provoquer, je pense que c'est vrai que l'agriculture biologique est un des modèles les plus aboutis pour protéger l'environnement. J'ai bien dit un des modèles. Autrement dit, je pense qu'il y en a d'autres. Et je pense en particulier à l'agriculture écologiquement intensive, qui peut apparaître comme un oxymore quand on le dit comme ça. Mais enfin, c'est quand même ce qui caractérise l'agriculture écologiquement intensive, c'est produire plus avec moins. Et je pense que ça s'inscrit assez bien dans un mode de transition agroécologique. Là, on parle de transition énergétique, on parle d'autres transitions actuellement. Donc je crois que ça c'est important de penser qu'il y a d'autres modèles qui peuvent répondre à ça, tout simplement parce qu'on est dans une situation de mutation très importante au niveau de notre société. Et personnellement, je pense que ce n'est pas d'ailleurs une crise, c'est vraiment une mutation. Et que tout ce qui peut permettre, à mon sens, de limiter les intrants chimiques dans l'agriculture sont bons à prendre et qui doivent se compléter et avoir une synergie pour vraiment aller dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie. Merci François.